Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. Le mois de mars, c'est le mois souvent consacré à la femme et il trouve son apothéose le 8 du même mois. Ce soir, nous allons vous présenter une femme forte, une femme extraordinaire. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'affiche, vous allez découvrir tout à l'heure. C'est une femme qui a subi il y a 20 ans ce qu'on appelle en termes médicaux une mastectomie, c'est-à-dire une ablation du sein gauche. Elle assume et elle n'a pas à ce jour fait de chirurgie réparatrice. Et nous débattrons ce soir autour de la question santé au féminin. Jusqu'où les hommes sont-ils concernés? Et oui, ne nous regardez pas tout simplement parce que nous sommes de belles personnes tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous nous direz, cher monsieur, ce soir, si vous vous sentez concerné par notre santé. Et pour en parler, il y a vous déjà sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Vous verrez, vous allez défiler sur la page et vous verrez que la publication, elle a déjà été faite en rapport avec le thème et vous pourrez commenter. Nous allons relayer votre commentaire sur ce plateau ou interagir avec les autres internautes. Et puis, avec nous pour en parler, il y a, nous avons deux psychologues sur le plateau que vous connaissez déjà très certainement dans le cadre de ce programme, Norbert Nadier. Bonsoir. Bonsoir Aline, c'est toujours un plaisir d'être prêt. Comme ça fait un petit bail. Ah oui. C'est vrai, merci déjà vous avez dû reporter votre voyage pour être là ce soir. Exactement, parce que dès demain, je suis censé avoir quelques occupations sur Yaoundé. Bon, c'était un peu difficile, mais bon, comme je ne peux pas te refuser, je ne peux pas manquer l'honneur d'être assis à ta droite. Ce soir, me voici assis à ta droite. Oui, merci de nous faire le plaisir d'être toujours là avec nous ce soir. Nous allons vous présenter un autre monsieur, c'est aussi un psychologue qui a accepté d'être là avec nous ce soir. Vous le découvrez la première fois, vous avez peut-être l'occasion de le revoir dans le cadre de ce programme. Il s'appelle Michel Cabneau, bonsoir. Merci Aline. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous savez que Canada, c'est toujours un plaisir. Hein? Oui, c'est la maison. C'est la maison, voilà. Voilà, c'est bien dit. Voilà. Et puis, nous avons une dame qui est là avec nous, Yvonne Armande Djebnan. Bonsoir. Djepan. Mais pourquoi vous parlez à voix basse? Djepan, voilà. Je tenais à poser ce petit correctif, hein, c'est voilà. Djepan. Voilà, merci d'avoir été là ce soir. Merci Aline, merci de m'avoir invitée. Oui. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Luco-Vifa. Qu'est-ce que ça veut dire? Luco-Vifa, c'est tout simplement l'association pour la promotion de la lutte contre les violences faites aux femmes et la participation au développement de la femme africaine. D'après Luco-Vifa. Je vous disais déjà merci de m'avoir invité. Ouais, nous remercions aussi à vous. Hein. Pour la énième fois. Et vous travaillez comme ça avec beaucoup de femmes vous avez beaucoup de femmes victimes de violences Bien sûr que oui. Nous en avons assez. Oui. Okay, on aura l'occasion d'en parler un peu plus. Oui, très certainement. Okay, bonsoir aussi à nos chers invités. Oui. Okay. Ah, mais c'est la seule qui a dit bonsoir à tout le monde. Et je vous annonçais ce soir que nous avons une personne exceptionnelle. C'est une maman et une épouse comblée, malgré tout, qui nous a fait l'honneur d'être présente ce soir. Marie-Madeleine, bonsoir. Bonsoir, maman Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous a dit que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel? Pas du tout. Pas du tout. On ne vous a pas encore dit? Mais ce soir, quelqu'un vous le dira. Croyez-moi, il y a quelqu'un qui va vous dire que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel ce soir. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Tenez-vous tranquille. Et, cher panel, est-ce qu'on peut faire des applaudissements pour cette dame exceptionnelle? C'est exceptionnel. Voilà. Le plateau, donc, le décor est planté. Place au témoignage.
Voilà. Oui, c'est ça votre caméra, Yvonne Armande. Votre caméra, c'est celle qui est en face de vous. Voilà. Alors, on débute avec le sourire. Moi, je désespérais déjà de vous voir sourire ce soir. Il vous arrive de sourire comme ça tout le temps? Oui. À quelle occasion? À quelle occasion? Quand votre chéri vous dit qu'il vous aime? Il s'appelle comment? Monsieur Tanya Kamra, Ah oui. Et son prénom? Vous l'appelez comment? Quel est son petit nom? Jean de Dieu. Jean de Dieu. Non, mais son petit nom. Quand vous voulez le flatter, qu'est-ce que vous dites? Hey, la mère honte. Vous n'allez pas me faire le coup d'avoir honte. Hein? Sinon, on va lui demander, il va nous faire un SMS et on vous dira comment vous avez l'habitude de l'appeler. Donc, Beta, vous nous dites comment vous l'appelez souvent. Je suis agent. Oui. Voilà. Je suis parvenue à vous arracher un sourire ce soir. Alors, votre histoire a débuté il y a de cela 20 ans, pendant que vous veniez de mettre au monde votre... dans notre jargon, on parle de votre dernier marché. Racontez-nous. Bon. Quand je sévrais l'enfant, Elle se prénomme comment, l'enfant en question, la 7e? mais pas Kamra, Myriam Patricia. Patricia, comme Patriciana aussi. Oui, Patricia Boven. Alors, oui. J'ai une légère écorchure sur le sein. J'ai cru que c'est le soutien qui m'a serré. Moi-même, j'ai traité. J'ai traité moi-même. Alors, Ça séchait et ça revenait. Bon, c'est là où je me suis dirigé vers le dispensaire des sœurs, à côté de la maison. c'est un peu comme les crevasses que les mamans ont souvent, enfin, Oui. que nous avons souvent quand nous une allaitons les légère enfants. écorchure Au bout du sein. au bout du sein. Oui. Les sœurs ont traité. Ça n'allait pas. J'ai continué à la Quintini. C'est là où, en arrivant à la Quintini, j'avais aussi l'asthme. Je suis venu avec l'asthme. Je respirais mal. Il y a un docteur là, Photo Joseph. Ah, c'est à ce moment que l'asthme a débuté? Oui. Ah, d'accord. Qui vous a dit que c'était l'asthme? C'est qu'après les examens, D'accord. je respirais mal. Il m'a amené, il m'a conseillé de traiter d'abord, d'aller d'abord voir un médecin. Il m'a amené à la polyclinique, voir un médecin. Un docteur qui m'a suivi jusqu'à ça a calmé. Bon, on m'a fait voir d'abord un dermatologue. Il a traité, ça n'a pas donné. On a tout fait. Et il m'a conseillé encore d'aller à Yaoundé, qui a un service d'oncologie à l'hôpital central de Yaoundé. Mais quand il vous envoie au service d'oncologie, à quel moment est-ce que vous avez commencé à vous poser des questions, à vous dire que finalement, la blessure au bout, la crevasse au bout de mon sein, c'est peut-être quelque chose de Je grave? commençais déjà à soupçonner que ça peut être un cancer, puisque Ah. quand moi-même je soupçonnais, j'avais déjà peur. Bon, quand je suis allé là-bas, on m'a opéré pour la première fois. Le professeur Bejanga. Il m'a opéré, il y avait un service là-bas. Bon, il m'a traité. Je suis rentré. Après 2 ans, ça me faisait encore mal. Je suis encore parti là-bas. Il a amputé tout le sein. Il a envoyé donc à la napate. Là, vous saviez déjà que c'était un cancer? Oui, c'est quand il a envoyé à la napate, quand le résultat est sorti. C'est là où il m'a dit que c'est une tumeur. Que c'est une tumeur maligne. Cancer. C'était, oui, cancéreuse, que c'était caché. Puisque le sein n'était pas dur. Je ne sentais pas de boule. Ah, d'accord. Donc, il ne suffit pas de tâter. Vous pouvez tâter et puis... C'est quand il a tout enlevé. C'est après l'examen, donc. Bon, il m'a donc conseillé d'aller à l'hôpital général de Yaoundé ou Douala. J'ai donc choisi Douala. Donc, il a fait une note. Il m'a envoyé à docteur, aller voir le docteur Essombo, l'oncologue.
C'est là où il a continué le traitement. Oui. Il m'a suivi plus d'1 an. Donc, j'ai fait la radio, la chimiothérapie. 6 séances, 6 mois de chimiothérapie. 6 séances de chimio. Oui, 6 mois. D'abord. Et après 1 mois de radiothérapie. Elle consiste en quoi, à quoi la radiothérapie? La radiothérapie. Parce que pour la chimio, on sait qu'il y a les cheveux qui tombent après, on perd, on La vomit beaucoup. radiothérapie, c'est un appareil qu'on a instauré à l'hôpital général. Avant, il n'y avait pas. C'est quand le président Paul Biya est arrivé au pouvoir qu'il a instauré cet appareil. C'est là où tous les gens de l'Afrique centrale venaient, à mon époque, venaient. Non, je veux dire que c'est un appareil, on se place à l'intérieur de l'appareil, quel est l'impact sur le corps? Oui. Oui, d'accord. On te place, on met les appareils, ça te brûle, tu fais au moins 30 minutes. D'accord. Oui, c'est pour brûler, on nous a expliqué, pour brûler les rayons X. Bon, pour arrêter l'évolution. Oui, des cellules cancéreuses. Oui, pour arrêter l'évolution. Des cellules, bon, elle explique avec ces termes après, oui. Bon, j'ai fait ça 1 mois. Après, j'ai continué la chimiothérapie encore, pendant 6 mois encore. Oui, après, il m'a mis sur traitement. Je buvais le Norvadex pendant 5 ans. Et je venais toujours faire... Je venais toujours au contrôle. Alors, la première fois que vous avez annoncé qu'on allait vous enlever votre mamelon, comment est-ce que vous avez réagi? J'avais peur, puisque je sentais déjà très mal. Bon, ma prière, c'était là où je vais prendre l'argent pour suivre le traitement. Ah, donc c'était pas d'avoir la douleur qui vous inquiétait, mais c'était des soucis d'argent à ce moment. Les soucis d'argent et le traitement. Donc, je n'avais pas peur comment on devait enlever, puisque les conseils qu'on te donne d'abord. Oui. Et au moment quand ils vous ont annoncé qu'on allait finalement enlever complètement... Je me battais pour l'argent. Je contactais toute la famille. Vous n'avez pas paniqué quand ils vous ont dit qu'on enlève complètement le sein gauche? Je n'ai pas paniqué. Je priais seulement. Oui. Moi, je priais seulement que Dieu me montre le chemin pour avoir de l'argent pour me traiter. Et à ce moment-là, comment est-ce que votre homme se sentait, votre époux? Mais Votre époux, comment il se sentait à ce moment-là? à ce moment-là, il n'était même pas avec moi. Il était où? Quand on me disait qu'on devait enlever, j'étais à Yaoundé, il était à Douala. D'accord. Il n'avait même pas les moyens de me retrouver à Douala. Pas par méchanceté, Oui, par non, parce que pauvreté. la maladie, oui, oui, bien sûr, bien Oui, sûr. parce qu'il bien sûr. n'avait pas les moyens. Bien sûr, il était presque impuissant. Oui, c'était comme ça. Donc je me battais, c'est la famille. Il vous encourageait quand même avec des mots, il était là. Oui, il m'encourageait, c'est parce qu'il n'avait pas. Quand Mais c'est il avait, il me regardait. C'est parce qu'il n'avait pas. Un commerçant qui a fini par chuter avec les dettes. Mais vous rendez compte qu'il vous a aimé, qu'il vous aime beaucoup. Oui, parce qu'il est resté... c'est parce qu'il n'avait pas. Et il restait avec les enfants. Il se battait pour les enfants. Ah, c'est lui qui a soutenu la dernière, C'est la lui. Patricia, c'est lui qui a pris soin. Oui. Il prenait soin des enfants. Il se battait à ce niveau. Et quand vous êtes revenu, parce que là c'est bien visible quand même que du côté gauche, il n'y a plus de sein du côté gauche. Après, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que vous sentez qu'il y a un manque ou bien dans votre tête déjà vous êtes mise dans un état d'esprit selon lequel il y a pire que cette situation? Donc, je n'étais pas gêné puisque j'ai beaucoup souffert pour me faire opérer, tout ça. En me voyant vivante, quand on t'annonce que tu as un cancer et qu'on va t'opérer, tu te sens déjà dans la tombe, dans le cercueil. Je ne savais même pas que je pouvais vivre. Donc ce n'est pas le sein qui pouvait me gêner. Moi, mon problème c'était que je guérisse.
Puisque ça me faisait mal jusqu'à ce que je m'enroulais au sol. Oh là là. Même quand on me faisait la chimio, ça me faisait toujours mal. C'est quand j'ai commencé la radiothérapie que la douleur... Et ils vous ont dit qu'il a été détecté un peu tôt chez vous? Il a été détecté un peu tôt. Parce que si on ne détectait pas vite, c'est que je ne pouvais pas vivre. Et aujourd'hui, vous êtes une miraculée. Oui, je remercie le bon Dieu. Beaucoup de personnes m'ont dit. Alors, il y a une personne qui était à votre chevet pendant vos allers-retours, Flore. Oui, Et oui, c'est elle qui était avec moi. elle occupe quelle place dans la fratrie? Enfin, parmi vos enfants, elle occupe quelle Elle est place? l'aînée. Ah, l'aînée. D'accord. Donc, Flore, vous allez vous présenter. Vous avez été d'un soutien indescriptible pour votre maman. Parce que quand elle parle de vous, tout le temps, elle parle de vous. Voilà mon garde malade, voilà mon garde malade. Est-ce qu'on va voir Flore? Oui, tout à l'heure, on va pouvoir avoir le témoignage de Flore. Quel est le rôle que Flore a joué justement dans cette guérison? Il faut dire que maman, vous deviez beaucoup l'aimer pour avoir puisé de la force oui, auprès d'elle. Elle était forte. Oui, mais vous aussi. Oui. Bah, c'est dans tout ça. Elle s'est beaucoup battue. Oui. Et dans tout ça, c'est vous la championne. Hein? Oui. C'est vous la championne. Alors, première lecture. Déjà, Aline, maman Marie, je suis un peu émerveillé par son cas. Et en même temps également, je suis plutôt satisfait puisqu'elle épouse la trajectoire globale de la plupart des patients qui vivent ce genre de situation. Lorsque l'on revoit le processus dans lequel on lui a annoncé sa maladie, elle est entrée dans un processus d'intégration de la maladie. Il fallait l'intégrer. Comme vous l'avez si bien vu, il y a eu un choc d'abord, ce qui n'est pas facile, mais ce choc ne dure pas longtemps. Bien plus, il y a des moments de culpabilité qui vont un peu traîner. Elle a sans doute vécu cette période-là. Et ensuite, on a eu une autre période où elle accepte, mais décide de ne plus culpabiliser, encore moins être dépassée par la maladie, mais combattre. C'est le moment le plus important où les thérapeutes mettent l'accent sur le combat du patient. Dans ce cas, maman a trouvé la force dans son combat et les thérapeutes ont dû insister. C'est pourquoi on peut se rendre compte aujourd'hui qu'elle a non seulement intégré, mais elle a aussi accepté sa maladie. Elle peut donc désormais vivre avec ça comme cela. Ça ne voudrait pas dire que c'est tout. Il y a un accompagnement aussi bien familial que même social qui est important. Et si nécessaire même devant un spécialiste, parce que ça ne fait pas toujours, c'est pas toujours facile de vivre avec une partie de soi qui nous manque. Mais bon, dans le cas de maman, du fait de la période où les événements ont eu lieu, du fait de son âge aussi, elle peut un peu plus recevoir ou accepter la maladie avec beaucoup plus de maturité. Je pense qu'elle peut être dans ce genre de cas l'exemple pour les jeunes filles aujourd'hui qui vivront sans doute ce genre de situation. Ou bien qui peuvent la vivre cette situation. Mais dites-nous, comment est-ce que vous avez, parce qu'aujourd'hui vous êtes un peu la boule d'énergie pour certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui viennent vers vous pour savoir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que vous avez fait, comment, parce que il y a très peu de témoignages, du moins à ma connaissance, de personnes qui viennent et vous disent que voilà, c'est la médecine moderne qui m'a guéri, j'ai suivi le traitement comme il fallait et j'ai été guéri. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, je m'ouvre aux autres, il faudrait que mon expérience aide les autres? Je dis sans avoir honte de ce qu'il y a une partie de votre féminité qui a été touchée. Oui, dans ce cas, je conseille beaucoup de femmes. Il y a beaucoup, quand je reste même à la maison, il y a des gens qui sortent, s'arrêtent comme ça de la moto, ils viennent me demander que ma femme a telle chose ou ma fille a telle chose, je vais faire comment. Je les conseille. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez à conseiller les autres, pour que vous n'ayez pas de préjugés à raconter votre expérience aux autres? Parce que je suis connu au quartier, donc on m'indique. Quand les gens ont des cas comme ça, c'est les indications. Oui.
Puisque quand tu es commerçant, tu es au Carrefour, les gens te connaissent beaucoup, non? Oui, c'est par là qu'on m'a connu. Oui. D'accord. Et je voudrais aussi vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qu'on était à l'hôpital général ensemble et qui se détachaient. Ils me disaient qu'il y a quelqu'un en Nobel qui traite ça beaucoup, allons là-bas. Après, tu vois toujours qu'ils sont morts. Ah. Il y a aussi une jeune femme, comme moi. On était au quartier. Elle m'a dit que quand on part dans leur prière, allons prier, ça va passer. Elle était témoin de Jéhovah. J'ai dit que non, je vais d'abord finir avec l'hôpital avant de faire n'importe quoi. Après, elle est restée, elle faisait sa prière, ça c'était grave. Un jour, on s'est rencontrés encore à l'hôpital, elle a dit que ça ne va pas. Ça, il se faisait déjà tard. Après, elle était morte, elle a abandonné les enfants. Donc c'est pour ça que moi-même, je voudrais conseiller les femmes d'aller à l'hôpital. Quand ça ne va pas, qu'ils se rendent à l'hôpital général. Il n'y a que l'hôpital général pour traiter le cancer. D'accord. Nous allons d'ailleurs revenir là-dessus. Nous allons vous donner la parole à vous, Flore. Bonsoir. Bonsoir, Canal 2. Ah ouais, parce que vous avez oublié mon prénom. Alors, Flore, moi c'est Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, ça dénotait de l'amour. Maman nous a appris que vous étiez à son chevet pendant tout ce temps. Oui, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire, si vous aviez le choix, vous aurez choisi autre chose? Je n'avais pas le choix. J'étais l'aînée et j'étais face à mon destin. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et comment ça se passait au quotidien quand vous apprenez que votre maman va être on va lui faire une mastectomie? Je ne savais même pas de quoi il s'agissait, sauf que le cancer, c'est une maladie qui tue les gens. À chaque fois, parce que je faisais les tours entre Douala et Yaoundé. Quand je quittais Douala, quand je quittais Yaoundé, quand je la laissais, je quittais Yaoundé pour Douala. Je ne faisais que pleurer dans le bus parce que je me disais, ah, peut-être que peut-être qu'on va plus se revoir. Comme je parle là, peut-être qu'on va plus se revoir. Et à cette époque-là, les téléphones même, c'était pas spontané. Oui, il fallait être abonné à une cabine téléphonique. Peut-être que je ne saurais même pas quand elle va mourir. Dans ma tête, je savais, j'étais préparée à ça. Maman va décéder. Puisque au quartier même, ses copines même disaient déjà de faire le don volontaire pour que j'amène à Yaoundé. Tout le monde savait qu'elle allait décéder. De faire le don volontaire, c'est-à-dire? De donner chacun quelque chose pour que j'aille lui donner Contribution. avant qu'elle ne décède. D'accord. Et vous aviez aussi le bébé qui était à côté? Le bébé Patricia? Elle était là. Et comment ça se passait? Elle avait quel âge? Patricia avait 2 ans. Oui. À peine, non. À peine 2 ans. À peine, puisqu'elle allaitait. À peine 2 ans. Et vos rapports avec Patricia, à ce moment, comment vous la regardiez, le bébé? Celle qui me suit prenait soin d'elle. Moi, c'était l'hôpital. Moi, c'était aller à l'hôpital. Quand je viens voir la famille de Douala, ce qu'on me donne, je repars à Yaoundé avec. C'est comme ça. C'était comme quand j'arrivais, j'entrais dans ma chambre, je demandais qu'on ne me dérange pas. Je ne veux pas qu'on me dérange. Je me repose un peu, après je sors. Je m'avais fait les commissions qu'elle m'a demandé de faire. Quand j'ai un peu d'argent, je reprends le bus, je pars à Yaoundé. Vous n'alliez pas à l'école à cette époque? C'est à cette époque-là que j'ai laissé l'école. C'est cette année-là que j'ai laissé l'école. Quelle classe? Première. Vous ne pouviez pas faire autrement? Je ne pouvais pas faire autrement. Mais vous regrettez aujourd'hui? Non, ça n'a même pas impacté dans ma vie. Oui, c'était... Ça a impacté, certes, mais ça n'a pas impacté dans ma vie. Puisque quand je me posais les objectifs, je les atteins. Ça n'a pas été vraiment... Vous avez gagné la vie de votre mère. Hein? C'est l'essentiel. Hein, maman? Vous lui avez fait un cadeau après? Non, Il n'y a que le Seigneur pour lui faire un cadeau. Oui. Puisque c'est elle qui a fait fréquenter tous
tout le reste. Vous lui dites quoi ce soir? Elle est là, hein? Rendons-nous hommage vivant. Hein? Regardez votre fille et dites-lui, parce que vous me regardez, c'est pas moi, Aline, hein? C'est Flore de l'autre côté. Je vais vous dire un truc. Je me rappelle quand elle allait faire la radio, quand elle arrive. Parce que quand elle a commencé son traitement à l'hôpital général, la radiothérapie était en panne. On était même très inquiets. On ne savait pas s'il fallait faire venir une nouvelle machine ou s'il fallait dépanner celle qui était là. Donc, c'était comme ça. Le docteur avait donc dit, elle finit d'abord avec, puisqu'il faut, le traitement, il faut intercaler les chimios et les radios. Bon, comme la machine n'était pas là, il fallait qu'elle finisse d'abord avec la chimio et puis qu'elle attende la machine. Mais, providence, dès qu'elle a fini sa 6e séance, le même jour, le médecin nous annonce que la radio a été dépannée. Et vous savez ce qu'il a fait? Tellement il était fier de moi. Ça coûtait 180 000. Il a signé 90 000. Il m'a attendu. Il m'a dit, Flore, tiens, c'est pour ton courage. Il s'appelle comment? Le docteur Martin Essomba. Docteur Martin Essomba, il est encore en service? Oui. Vous savez? Oui. Vous tenez à lui rendre hommage aussi ce soir au docteur Martin Essomba? Oui. Oui. Voilà. C'est fait certainement, hein, même s'il ne regarde pas ce soir, hein, des gens, enfin, des téléspectateurs lui diront qu'il y a une femme qui l'a sauvée, qui est là ce soir et qui rend témoignage pour les autres. Alors, avant de continuer, je vais poser la question à vous, Yvonne Armande. Déjà, vous travaillez avec beaucoup de femmes dans le cadre de votre association. Est-ce que vous en avez beaucoup comme ça qui vous demandent quand même, qui s'inquiètent de leur santé, qui font dans la prévention et vous demandent par exemple d'organiser des séances pour vérifier s'il n'y a pas de soucis au niveau du sein, au niveau du col de l'utérus par exemple? Est-ce que les femmes avec qui vous travaillez se préoccupent de leur état de santé, même si apparemment tout va bien? Oui, Aline m'a dit déjà. Je tiens à féliciter déjà Madame Marie-Madeleine. Madame Marie-Madeleine. Vous n'avez pas été découragée par vos consoeurs. Je vous dis déjà, c'est très bien. Si beaucoup de femmes pouvaient suivre votre exemple. Elles vont suivre. Hein. Vraiment. Oui, Aline. Vous savez, dans nos projets, nous avons des séances d'animation sur la santé des femmes avec nos partenaires personnels de la santé. Donc, une fois tous les 3 mois, il y a nos partenaires qui arrivent et on va soit vers ces femmes, soit on les invite à venir au centre pour des séances d'échange concernant leur santé. Bon, et pour celles qui ont des petites préoccupations de santé, profitent pour poser leur situation au personnel de la santé et puis le personnel de la santé essaie de leur donner des conseils concernant leur situation. Donc c'est un peu comme ça que nous participons à la santé de la femme que nous accompagnons. Mais moi ce que je veux savoir c'est, est-ce que les femmes sont même d'ailleurs intéressées par les questions de santé qui les concernent? Bon, est-ce que c'est des sujets qui intéressent les femmes? Bon, ce qui est pour beaucoup, le problème de la santé déjà les intéresse, surtout la santé intime. Bon. Et puis, à côté de cela, il est bien vrai, il y a toujours des brebis galeuses. Quand vous invitez même, elles trouvent qu'elle, au lieu de venir s'asseoir pour 1 heure de temps, elle serait en train de vendre sa tomate. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je me dis que, quand même, quand le message est transmis pour eux, elle va aussi répandre au quartier. Bon, pour celles qui se sentent concernées, à la prochaine séance, elle fait l'effort d'y participer. Donc, et en termes de proportion, est-ce que vous pensez que la proportion de celles qui sont intéressées est moindre par rapport à celles qui ne sont pas intéressées? Oui, je vais dire, surtout, il y a la cible, il y a une cible. Je veux dire, pour notre cible, la cible qui vient généralement quand on les invite, c'est celles qui ont un peu un niveau scolaire élevé. Mais pour celles qui sont presque analphabètes, là, c'est la cible là qui ne comprend rien du tout. Ah, d'accord. Et préfère ne pas venir, préfère aller vendre sa marchandise. C'est un peu ça. D'accord. Alors, et puis moi aussi, vous, Michel Kandou, vous travaillez aussi avec les femmes. Est-ce que vous travaillez avec les femmes, mais aussi avec les hommes, hein? Oui, est-ce que vous avez l'impression que les hommes sont intéressés par la santé des femmes? Oui, ça c'est une très bonne question. Vous savez, il y a plusieurs catégories d'hommes. Hein. Il y a
ceux qui ont reçu une bonne éducation, qui prennent la femme pour partenaire. Et de même qu'ils s'occupent de leur santé, ils comprennent que la femme qui a une partenaire de vie doit avoir également une bonne santé pour que le couple puisse fonctionner normalement. Vous le dites parce que vous êtes un homme et que vous êtes solidaire de la cause des hommes, ou bien c'est vraiment que les hommes généralement, les hommes pour ceux que vous avez côtoyés, généralement après 3 mois, après 6 mois, se soucient de savoir si tout va bien au niveau de la santé intime, par exemple, de la femme? Donc, vous savez que le Covid, par exemple, nous écoutons beaucoup de personnes qui viennent en témoignage, les hommes comme les femmes, et c'est dans ces divers témoignages que nous détectons qu'il y a certains hommes qui sont bien conscients de ce que la femme est pour eux un partenaire de vie. Et en tant que partenaire de vie, elles ont droit à un certain nombre, n'est-ce pas, d'égards. Donc, dans ce sens-là, ils veillent à la santé de la femme, ils écoutent les préoccupations de la femme en matière de santé et ils accompagnent. Par contre, il y a d'autres qui s'en foutent, qui ont encore l'idée que la femme est un objet de plaisir ou un objet sexuel. Et ceux-là, malheureusement, c'est des brebis. Des brebis galeuses. C'est des brebis galeuses. Alors, tout à l'heure... Voilà. Comme le couple de ce matin, président. Voilà. Oui. Tout à l'heure, on va prendre les réactions sur Facebook. Juste derrière la transition, on va rentrer dans le débat. Mais ce sera aussi l'occasion pour nous d'inviter Flore sur ce plateau. Flore qui va nous rejoindre sur ce plateau, juste derrière la transition. De retour sur ce plateau, santé au féminin, jusqu'où les hommes sont-ils concernés? On va donner la parole à un monsieur dans le public. C'est un autre monsieur qui a l'habitude d'interagir avec les femmes dans son entourage. Il va se présenter. Bonsoir. Bonsoir, Madame Aline. Vous vous présentez? C'est moi, Monsieur Tchatouan Norler. Oui. Vous êtes tout le temps avec les femmes? Je suis tout le temps avec les femmes. Et vous avez votre femme? Elle m'a même baptisé le mari des veuves. Voilà. Non, mais le mari des veuves, parce que vous êtes tout le temps avec, vous les accompagnez. Je les accompagne dans le mal comme dans le bien. Voilà. C'est pour ça que je suis ce soir avec Aline et ma voisine qui est assise à côté de vous. Voilà. Alors dites-nous, dans le cadre justement, est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous vous sentez concerné lorsqu'on parle de la santé des femmes? Moi, à mon âge, avec mes responsabilités que j'ai sur les épaules pour le moment, je vais m'accuser, moi et ma femme et aussi d'autres femmes, c'est quand nous nous permettons d'écart distance que la charge inquiète difficilement l'homme. Non, là je parle de la santé des femmes. Hein. Je sais. Oui. Je sais que la santé de la femme, c'est une charge pour l'homme. Mais quand naïvement, ou par tétutesse, cette femme sème un écart entre elle et son homme, elle est en train de décharger ce monsieur sans le savoir. Mais s'aimer un écart, qu'est-ce que ça veut dire? S'aimer l'écart, c'est-à-dire faire croire à son homme que l'homme n'est plus rien à côté d'elle. Puisque par moments, des petites maladies, est contente de voir ses parents ou peut-être d'autres proches, elle néglige le mari. Le mari aussi, avec son peu de possibilités, il s'abstient et la femme croit passer dessus. Et c'est là où moi, Tchatouan qui vous parle, si c'est le cas. Je la vois s'envoler jusqu'à là où elle va arriver, mais quand elle sera aux arrêts, elle va replier.
Ah, donc, ce que vous nous dites ce soir, c'est que vous rejetez la faute sur les femmes et vous nous dites ce soir que les femmes sont cachotières et que vous ne pouvez pas vous occuper de la santé d'une femme si elle-même elle ne vient pas vous dire que vous demandez de vous occuper de sa santé, c'est ça? C'est de mon devoir de m'occuper d'elle. Non, je veux dire de sa santé. Oui. Je vous écoute bien. Oui. Mais, si cette femme me fait croire qu'elle a le dessus, elle veut prendre ma place, je plie mes antennes. Oui, mais après, ce n'est pas seulement la femme en termes de votre compagne, c'est aussi votre femme en termes de votre fille, de votre petite fille, de votre nièce, de votre cousine. Est-ce que vous prenez la peine autour de vous de demander aux femmes que vous connaissez, parce que la femme, c'est quand même celle qui porte la vie, hein, au-dessus de tout, hein, on se rend hommage, hein. Est-ce que vous leur demandez après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, est-ce que vous avez fait votre examen pour voir si tout va bien au niveau de l'utérus, si tout va bien au niveau du sein? Est-ce que vous avez déjà quand même posé ces questions aux femmes qui vous entourent? Madame, je ne pose pas la question seulement à ma femme, même à ma mère, même à ma fille. Vous leur posez quelle question? Et j'en pose cette question que vous me dites maintenant. Vous posez quelle question? Je demande à ma femme, est-ce qu'elle est bien? Est-ce que ça va? Quand elle boude, elle ne veut pas me dire, elle préfère dire à sa fille. Elle ne veut pas me dire, elle préfère dire à sa mère ou à son père, vois ma place. Je fais comment? Ah, peut-être ce soir on est en train de résoudre sans le savoir un conflit entre monsieur et madame. De toutes les façons, madame, vous allez comprendre. Puisque nous sommes là. Que madame, il vous aime, que monsieur, il vous aime beaucoup. Mais alors beaucoup, hein, beaucoup. Alors, on va donner la parole à une dame, la dame en rouge, juste derrière vous, oui, qui nous dira aussi, la dame qui est derrière vous, vous lui passez le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, madame, vous vous présentez. Bonsoir et bonsoir à tous les invités. Oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. Céleste Ndormo, c'est mon nom. Oui. Et je tiens aussi à dire, au fait, à prononcer mon admiration par rapport à maman Anne-Marie, par rapport à tout ce qu'elle a... Marie-Madeleine, autant pour moi. Oui. Par rapport à tout ce qu'elle a vécu avec bravoure. Oui. Et c'est la preuve vivante que l'espoir et la prière font vivre. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous êtes une femme, non? Bien, ça se voit. Voilà. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez l'impression que les hommes autour de vous se soucient de la question de santé des femmes? Donc, je vais paraître un peu cru, mais le seul souci des hommes en ce qui concerne la santé des femmes, c'est beaucoup plus par rapport à leurs intérêts. C'est-à-dire que la plupart des hommes, ce qui les intéresse, c'est surtout si vous n'allez pas leur transmettre une maladie sexuellement transmissible. Sur la plupart, sur 10 hommes, et je pense qu'il n'y a même pas un qui est capable de dire, bon, allons faire un examen de sein, une mammographie, ou bien pour savoir s'il y a un problème au niveau de l'utérus et tout ça, non. Ils vont te dire, bon, on va faire les tests du sida pour ne pas que tu me transmettes la maladie lors des rapports sexuels. Bon, ils s'arrêtent là. Il n'y en a pas vraiment. Peut-être ils peuvent intervenir en cas de paludisme, en cas de céphalie et tout ça, mais un homme qui se... bon, on dit ça comment, qui se préoccupe de la santé intime et interne de la femme. Ils sont peut-être 10. Ils sont 1 sur 10. Ouais. Carrément. La preuve, on va poser la question aux hommes sur le plateau. Peut-être Donald accepte le souci au moins ça, hein, de comment se porte son épouse. Il est très content depuis qu'il vient de se marier. Alors, moi je vais poser la question. Oui. Alors, je pose la question à vous. Dites-nous, Yvonne Armande, est-ce que les femmes autour de vous, hein, les femmes que vous rencontrez, qu'est-ce qui explique que certaines ne soient pas assez impliquées en ce qui concerne notre santé? Qu'est-ce qui explique que certaines ne soient pas, je veux dire, sachent pas par exemple comment faire le toucher au niveau du sein ou bien aller à l'hôpital quand on se rend compte par exemple qu'on a des pertes blanches, aller à l'hôpital par exemple lorsqu'on se rend compte qu'on a une blessure au bout du sein. Qu'est-ce qui explique que les femmes au niveau de leur santé intime sont un peu réticentes?
Oui, pour avoir plusieurs fois causé des problèmes de santé intime avec les femmes, je constate que pour beaucoup, il y a de l'ignorance qui prédomine. De deux, la négligence. Et de trois, les moyens financiers. Elles se disent, par exemple, en allant à l'hôpital pour un PCV, ça nécessite des moyens. Et quand, pour elles se sentent très limitées financièrement parce que le peu d'argent qu'elles puissent collecter tout le long de la journée lui suffit seulement pour faire à manger à ses enfants à la maison. Surtout qu'on a beaucoup de femmes qui sont devenues des hommes. Hein. Voilà, c'est ça. Par la force de la paresse de certains hommes, quand même. Donc, c'est un peu ça. Pour la majorité même, elles te diront que je n'ai pas assez de moyens financiers, puisque pour faire un PCV, il faut payer. Il faut dans les 10 000 francs par là. Voilà, par exemple. Ce qui est moins cher. Hein. Bon, et pour elles, elles trouvent qu'aller sortir, du coup, 10 000 francs comme ça, seulement pour un examen. Pour elles, elles se disent que pour un simple examen, c'est mieux de l'utiliser pour autre chose dans la maison, soit pour compléter la scolarité de l'enfant. Vous voyez comment les hommes, vous voyez comment les femmes, à quel point les mamans sont tellement attentives à ce qui concerne les enfants qu'elles s'oublient elles-mêmes. Moi, je m'en vais vous poser la question à vous. Vous êtes psychologue, Norbert Nadi. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit, Yvonne Armande, en ce qui concerne la réticence des femmes à aller à s'occuper de leur santé, à faire dans la prévention? Naturellement, je vais aller m'inscrire dans la logique que maman Yvonne, dans la mesure où beaucoup de femmes sont confrontées à ces différents obstacles, l'obstacle financier et même l'obstacle social. Mais au-delà de cela, je voudrais... Quel est l'obstacle social? L'obstacle social, c'est le regard de l'autre, non? Le regard, quand vous rencontrez beaucoup de jeunes, elles ont du mal à ouvrir leur intimité à un spécialiste. J'en parlais il y a quelque temps avec des jeunes qui trouvaient mal le fait qu'un monsieur soit en mesure d'ouvrir le vagin. Elles trouvaient ça un peu trop dur. Donc, c'est un obstacle social. Ah bon, de nos jours, alors que les mamans sont appelées à donner la vie? Oui, elles sont appelées à donner la vie. C'est une préparation, c'est un processus, un long processus qu'il faudrait bien inculquer à la plupart des jeunes. Que l'intimité, c'est peut-être avec la société, mais lorsqu'on rencontre un spécialiste, l'intimité prend un petit coup. C'est assez difficile dans ce sens-là. Mais en même temps aussi, je voudrais beaucoup plus revenir à la racine du problème. Il se pose naturellement dans ce genre de contexte un problème d'éducation à la vie familiale, à mon avis. À la vie familiale également, à la vie de couple. Étant donné que dans la vie familiale, nos parents sont des instigateurs, c'est eux qui transmettent aux enfants le sens de l'intimité. Mais dans la transmission du sens de l'intimité, on a du mal à mettre un peu une frontière à cette intimité-là, dans la mesure où les parents n'offrent pas la possibilité d'en parler à quelqu'un. Je vais vous donner, pour la petite histoire, vous en parlez, mais il y a certains personnels sanitaires à aller savoir. C'est vrai que c'était dans un centre de santé où j'allais accompagner une personne. Et puis j'ai demandé spontanément à l'infirmière de me faire le toucher pour savoir, parce que je fais, mais je ne sais pas forcément. Voilà. Et j'ai eu l'impression qu'elle s'est sentie, genre, vous me demandez de toucher votre poitrine. Et elle n'a pas fait. Bon, peut-être parce que le cadre n'était pas réuni. On était pas dans on est dans un centre de santé. Il y a un centre de santé. Vous savez, il y a ce que les infirmiers appellent la planification de tout soin. Donc, un soin n'est pas spontané. Donc, il doit être planifié. Je pense peut-être que l'hésitation partait de cela. Il fallait donc une planification avant un éventuel toucher. Parce que le spécialiste, y compris même le psychologue, n'agit pas spontanément. Il doit préparer toutes ses actions. Non, elle m'a dit, vous-même, vous pouvez toucher. Touchez vous-même. C'est ce qu'elle m'a répondu. Et puis, j'ai touché moi-même après. Alors, vous, Marie-Madeleine, vous nous dites que les femmes ont l'habitude, quand elles viennent vous voir, quelles sont leurs peurs quand elles viennent vers vous? Des femmes qui sont déjà atteintes de cancer. Ils viennent ayant peur. Ils viennent me demander qu'on m'a dit que toi-même tu as eu le même cas. Que dis-nous là où tu t'es traité. Ça se passe comment? Donc je les explique. Et c'est des femmes qui, elles aussi, sont atteintes. Oui.
de la même maladie. Oui. Et qu'est-ce que vous leur dites? Et d'autres, ils ont mal. Et je leur dis que parfois, que c'est quand on fait l'examen qu'on doit savoir si c'est une tumeur ou pas. Je leur dis, puisqu'il y a 3 types de maladies de sein. Parfois, tu crois que c'est une tumeur alors que ce n'est pas une tumeur. Oui. D'autres partent à l'hôpital, de là, ce n'est même pas une tumeur. D'autres, c'est une tumeur. On les traite. Donc, essentiellement, vous, ce que vous faites, c'est amener les femmes à se rendre à l'hôpital. Oui. Les conseiller. Je leur dis que d'aller à l'hôpital général, leur dit que c'est la radiothérapie qui est le premier traitement. Ah, vous êtes resté fixé sur la radiothérapie après. Ça dépend peut-être de chaque patient. De chaque patient. Non, nous sommes bien au Cameroun. Oui. Non, mais je veux dire que peut-être ce qu'un médecin proposerait chez vous comme traitement ne va peut-être pas proposer le même. Excusez-moi, son médecin avait dit la radiothérapie c'est le traitement d'appoint. Ah, d'accord. C'est le traitement d'appoint. Oui. Bon. Alors, parce que quand une tumeur s'installe dans toi, ça marche, non? Oui. Ça peut commencer ici, ça se retrouve ici. Donc la radiothérapie, ça brûle, ça s'arrête. Oui. Parce que quand on fait l'examen, quand vous commencez le traitement, si tu pars à la maison faire 3 mois, on va reprendre l'examen pour voir à quel niveau le ganglion est arrivé avant de savoir comment faire ton traitement. Voilà. Alors, je vais prendre quelques réactions sur Facebook, comme ça. Il y a un Fave qui nous dit, pas facile pour une femme avec nos hommes qui aujourd'hui s'attachent à l'apparence. Hein. On peut juste leur demander d'être compréhensifs. Et puis, il y a un bel Kratos qui dit, je dirais que les hommes sont concernés selon leurs ressentiments. Hein, si quelqu'un est empathique et t'aime réellement, il sera ton support lors d'une telle épreuve. Mais si le ressenti de l'homme est incapable de gérer le pire qui est souvent prononcé par le maire ou bien le aimé dans la maladie, il t'abandonnera. Et puis Daphnel Erika qui nous dit, il faut d'abord s'aimer soi-même et accepter son handicap car si tant est que c'est un handicap, Erika, car lorsqu'on a confiance en soi, on se surpasse de tout regard. Il y a maître Ghislain Zani qui nous dit, ce n'est pas une fatalité de vivre ainsi, hein. Accepter son état soi-même permettra de vivre comme les autres femmes, hein, d'autant plus que ça ne diminue pas les capacités intellectuelles ou physiques d'une femme. Et puis il y a Esso Bomboy qui dit, étant donné que c'est une femme et généralement elle aura une vie de couple avec son homme bien sûr, alors son conjoint sera forcément concerné. Et puis il y a Bob Dalélé Thierry qui nous dit, bonsoir, pour se marier, il faut être prêt, cela signifie pour le pire et le meilleur. Donc, si l'un de vous tombe malade dans le futur, il faut l'accepter ainsi et tout remettre à Dieu. Et puis, Sardin Yakam, les hommes ont toujours leur part de responsabilité dans l'état sanitaire de leur épouse. Le mariage, c'est ça. Alfani nous dit, moi je sais que le plus dur, c'est de s'accepter tout d'abord, ensuite l'épanouissement viendra. Alors, comme ça, au pif, hein, on va demander à notre homme qui est dans le public de nous dire... Est-ce qu'il connaît quelle maladie intime de la femme? Est-ce que vous connaissez, vous, monsieur? Est-ce que on peut lui tendre le micro? Oui. Alors, à vous. Vous demandez si je connais. Quelle est citez-nous peut-être, je sais pas, est-ce que vous en connaissez des maladies de la femme, des maladies liées à l'intimité de la femme? Est-ce que vous en connaissez? Si oui. Et l'infertilité. Ah. D'accord. C'est l'infertilité que vous connaissez. Je connais, mais il m'arrive que je crois même que c'est désiré par certaines femmes. D'accord, mais après, on parlera de l'infertilité pour une autre occasion. Alors moi, je m'aurais posé la question au psychologue qui est derrière vous, Michel Camneau. Comment les hommes peuvent-ils être impliqués justement dans l'amélioration de la santé de la femme? Oui, je crois qu'il y a d'abord un grand travail de sensibilisation qui doit se faire. Parce sensibilisation à quoi? Sensibiliser la plupart des hommes sur le fait que la santé de la femme est de l'intérêt du couple, de l'intérêt des deux. Voilà. Et que s'ils ne s'impliquent pas véritablement,
il risque de se retrouver seul avec la santé. Et comme disait le philosophe, on saurait être heureux tout seul. Si vous êtes heureux alors que vous avez votre compagne qui est tout le temps malade et tout ça, ça vous affecte petit à petit. Et un jour, c'est vous-même qui êtes touché directement. Les hommes peuvent également s'impliquer dans la santé des femmes en tenant compte que cette compagne est la mère de leurs enfants. Et si il veut avoir lui-même des enfants en bonne santé, il faut bien qu'il prenne en compte celle avec qui il va devoir faire cet enfant. Oui. Également, il y a ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, l'accompagnement. L'accompagnement, c'est-à-dire que les parents doivent apprendre à leurs enfants garçons qui sont appelés à se marier, à engager une vie de couple. C'est pareil pour les enfants filles, hein, mais puisque la question concerne les hommes, les parents doivent apprendre à leurs enfants garçons que la santé de la femme est quelque chose d'important. Mais la meilleure façon d'apprendre n'est pas seulement de le dire, c'est que les parents doivent déjà le faire pour leur propre épouse. Et c'est de cette façon de faire, l'enfant garçon doit pouvoir copier ce que son père fait. D'accord. Voilà. Alors on prend avec vous un Norbert Niadier pour sortir. Vous nous dites comment comment amener les femmes elles-mêmes, nous-mêmes femmes, à dépasser la honte pour certaines, et puis à se dire qu'il faudrait que je vérifie chaque année si tout va bien. Déjà, nous devons savoir que toute chose dans la vie a une limite. Et la honte également est la première des choses qui doit avoir une limite. La limite dans ce sens que la honte n'apporte pas grand-chose, bien au contraire, elle éloigne de nous beaucoup de moments de plaisir. Si nous voulons revenir déjà à la définition de la santé elle-même, qui est considérée comme le bien-être, comment parvenir à un bien-être lorsqu'on a honte? Et le bien-être n'est pas que physique, il est aussi mental et social. Donc j'estime que pour ramener les femmes à des repères, il faudrait bien qu'on les recentre sur l'essentiel, le bien-être pour tout le monde. Être en santé, aussi bien dans le couple, m'inscrit dans la logique de M. Tamno, je voudrais bien rappeler que les femmes, la santé, c'est social, c'est tout le monde, c'est pas simplement par intérêt aussi, oui, mais également par le plaisir d'être en santé. La santé est un plaisir à promouvoir. Je pourrais bien insister sur le mot promouvoir. Oui. On doit le promouvoir et les femmes doivent à leur niveau promouvoir leur santé pour promouvoir également la santé de la société. Oui, mais comment faire fi de ce qu'on veut faire plaisir à son homme? Ben, si on me touche déjà, si on m'ôte telle partie, ou bien si j'ai mal à tel endroit, mon homme il va partir. Ah. Comment on dépasse cela? Comment dépasser cela déjà? L'aspect de sa féminité. Oui, l'aspect de la féminité. Les femmes ont peur de perdre leur féminité. Naturellement, Aline, je voudrais bien déjà dire aux femmes que toute femme a en soi un élément de son corps qui lui pose un problème. Ce n'est pas propre à une quelconque femme. Tout le monde vit cela. Et parce que tout le monde le vit, la meilleure manière de surmonter, c'est de se dire, tiens, quoi qu'il arrive, il y a un aspect de ma féminité qui ne fait pas plaisir. Du coup, il faut bien surmonter les différents aspects qui sont difficiles. Il faudrait, à un certain moment, se dire, à l'instant où nous sommes, je n'avance pas si je me ferme. Bien au contraire, lorsque je m'ouvre, j'avance à grands pas. Voilà. Alors, juste derrière la transition, on se retrouve pour la synthèse. Alors, on a accepté de le faire ce soir parce que vous êtes une personne exceptionnelle. Je vous le redis encore, hein. Je l'ai dit à l'entame, je redis encore cette fois-ci que vous êtes une personne exceptionnelle. Vous avez dit qu'on ne vous le dit pas, il y a 2 personnes qui tiennent à vous et qui ont tenu à vous le dire ce soir. Bisous, bisous, je t'aime. Je suis très contente de toi, très fière de toi, pour tout ce que tu as accompli pour nous, pour toi-même dans ta vie. Les conseils que tu as toujours su à donner à tes proches. Je suis très fière de toi, maman. Je t'aime, je t'embrasse très fort. Bye bye, ma terre. Elle a dit que c'est ma fille.
merci. Le premier, apparemment, vous vouliez faire, donc je vous explique, ils se sont préparés à faire une surprise à la maman, elle a des larmes aux yeux. Ils vont faire une surprise. Ça va aller si vous faites un câlin à votre maman. Hein. Vous allez faire un câlin à votre maman. Vous pouvez faire un câlin. Donc les enfants sont préparés à faire une vidéo. Et puis il y a le garçon qui a fait un gaffe là. Hein. Ils sont préparés à faire une surprise, c'est pas possible. Et puis votre fille vous a dit ce soir que ça vous a ramené du sourire sur le visage. Je te dis. Vous avez aimé. Vous avez aimé. C'est une surprise pour moi. Oh voilà. Alors, on est en train de terminer. On va écouter, vous déjà, qu'est-ce que vous dites aux femmes en ce qui concerne justement leur santé intime? Oui, je voudrais dire aux femmes, s'il vous plaît, et ne pas vous fier à l'argent. Si vous tombez gravement malade, la clouer sur un lit, je crois que même si vous avez pu amasser de l'argent, ça ne servira à rien. Donc, prenez dans votre programme du mois, faites l'effort de trouver un jour pour aller vous soumettre à un contrôle. Vraiment, ça c'est très sérieux. Parce que la dame que voici, et si elle avait peut-être dit qu'elle ne pouvait pas aller se faire soigner, ou bien parce que vous avez suivi son exemple, elle a dit qu'elle a préféré éviter les marabouts, elle a préféré aller à l'hôpital pour se faire dépister. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, dès qu'elles sont victimes d'un début de cancer, elles se disent, bon, vraiment, comme je n'ai pas assez d'argent, c'est mieux d'aller trouver un marabout qui va pouvoir trouver une solution à cela. Donc, mesdames, je vous conseille, à chaque fois que vous détectez un dysfonctionnement dans votre organisme, dirigez-vous vers un spécialiste. Sans avoir honte, hein, ils sont là pour ça. Voilà. Alors, on termine avec vous. Message à l'endroit des femmes, des hommes aussi, hein, peut-être, pourquoi pas. Oui, le message à l'endroit des femmes, déjà, pas seulement lorsqu'il y a dysfonctionnement, mais également en guise de prévention. Il est bien pour toute personne de prévenir sa maladie. Il est mieux de prévenir que de guérir, comme on le dit souvent au quartier. Donc les femmes comme les hommes doivent, pour le bien de toute la société, de tout le monde, prévenir leur santé. Lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout le monde. Donc on devrait s'aider mutuellement. Je ne vais pas trop mettre l'accent sur l'apport des hommes, bien que les hommes soient moins intéressés aux questions de santé, mais je voudrais également encourager les femmes à faire ce qu'elles font déjà très bien, parce que les femmes sont plus impliquées dans la santé que les hommes, et également que les hommes, au même titre que les femmes, se lancent dans cette dynamique-là pour ensemble résoudre les problèmes de santé de la société. Il en va du bien social, mais aussi du bien individuel. Merci d'avoir été les nôtres sur ce plateau ce soir, une femme vraiment exceptionnelle. Vous avez refusé de faire une chirurgie réparatrice. Une chirurgie réparatrice pour remplacer l'autre sein parce que vous avez peur des répercussions. Donc au quotidien, vous préférez rembourrer de l'autre côté, oui, pour que ça paraisse un peu équilibré. C'est ça. Mais après, vous assumez. Je n'ai pas voulu remplacer le sein. Vous l'assumez ainsi? Oui. J'ai peur des complications. Et vous dites quoi aux femmes ce soir? Je conseille les femmes, pour le cancer, de se rendre à l'hôpital général. Et je remercie le gouvernement camerounais d'avoir instauré la radiothérapie au Cameroun. Parce que sans ça, c'est que je ne vis plus. Voilà. Je devais prendre les moyens pour aller en Europe. Elle sent ça que dans son corps. C'est comme ça qu'on dit non, la mère. Voilà, c'est cette belle note que nous allons terminer ce soir. C'est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver lundi prochain, comme ça, à 21h30. Bonsoir.